Bonjour à toutes et à tous. Comment calcule-t-on l'énergie, les besoins que l'on va avoir pour son camping-car? Allez, c'est parti, on en parle aujourd'hui. Alors, pourquoi calculer les besoins en énergie? Pour avoir une idée de ce qu'il va vous falloir en matériel. En ce qui me concerne, donc j'ai fait les calculs sur les différents appareils que je devais prendre. Par exemple, le convertisseur, je savais qu'il me fallait pas moins d'un 2000 watts. Parce que j'avais la machine à café, j'avais différentes choses le micro-ondes avec le grill, qui consomment, eux, un minimum de 1700, 2000 watts, même pour certains. Donc on est plus près d'ailleurs de 1700 que de 2000. Alors, déjà, je vais répondre à diverses questions qui me sont posées dans les commentaires et choses comme ça. Un convertisseur de 2000 watts, lorsque vous ne branchez rien dessus, qu'il est juste mis en route, ce convertisseur consomme quasiment rien, un peu comme un appareil en veille. C'est de l'ordre de quelques dizaines de watts, c'est tout. Donc, vous voyez, ça va pas bien loin, dizaines de wattheures. Alors à présent, bien évidemment, comment les calculer? On va y venir donc. Une personne m'a dit, oui, vous parlez de watts, de wattheures, et ainsi de suite. Pourquoi? Alors c'est simple. Quand on parle de watt-heure, et je dis bien watt-heure, contrairement à ce que certains pourraient penser, donc les wattheures, c'est quoi? C'est tout simplement des kilowattheures divisé par 1000, comme on prendrait 1 kilomètre et 1000 mètres. Voilà. Donc, on va pas parler de kilowattheure, puisqu'en fait, on n'utilise que des watts. On n'utilise pas des kilowatts sur un camping-car. Les valeurs sont disproportionnées en kilowatts. Donc, on va parler de watt-heure. Ces watt-heures, là, c'est une consommation, c'est une énergie. Ça correspond aussi à des joules, pour préciser la chose. Alors, à partir du moment où on sait que l'on peut, avec son convertisseur, utiliser des appareils qui font, je vais dire, jusqu'à 1700 watts. Vous allez comprendre pourquoi je parle de 1700 watts. La cafetière électrique, pour faire simple. Donc, on va se poser déjà la question si la batterie est en mesure de délivrer la puissance qu'il va falloir pour le nombre en ampères qu'il va falloir pour pouvoir alimenter ce petit monde-là, quoi. 1700 watts, je prends l'exemple de la tension que j'ai à ma batterie, qui est de 13 volts 8, pratiquement tout le temps. Si je fais le calcul rapidement, alors j'ai préparé tout ça, bien évidemment, hein. Vous voyez, ça donne 123, voilà, 123,2, on va dire, ampères. Donc 123,2 ampères, ça veut dire quoi? Le problème est que certaines personnes qui n'ont pas de notion d'électricité n'arrivent pas à comprendre et se disent waouh, 123,2 ampères, si ma batterie fait 280 ampères, je parle de la mienne, ça va pas aller bien loin parce que 123 par 2, on va déjà arriver presque au bout là, hein. En fait, non, c'est là où il faut bien comprendre, parce que là, maintenant, on va parler d'énergie. Alors, l'énergie, c'est quoi? Alors, l'énergie, ce sont simplement des watts-heures, des kilowatts-heures, des watts-heures, des watts par seconde aussi. Ce sont des joules. Alors, il y a de ça quelques temps, plus d'un an, je ne sais plus trop, peu importe. J'ai dit que ma machine à café correspondait à 48 watts-heure. Alors j'ai une personne qui m'a posé une question, qui m'a dit mais comment vous avez trouvé vos 48 watts-heure? Voilà. Alors je vais vous l'expliquer comment j'ai trouvé. J'ai pris simplement ma montre, j'ai mis en route ma cafetière, et je me suis rendu compte que ma cafetière, donc elle mettait, en total je prenais, je vais dire, 1 minute 41 secondes pour faire un café. Bon, 1 minute, ça faisait 60 secondes. J'ai fait un calcul très simple et très rapide qui m'ont donné 101 secondes. J'ai pris les 1700 watts de cette cafetière, j'ai multiplié donc cette puissance-là par 101. Ça m'a donné 171 700 joules. Et comme un wattheure, c'est 3600 joules, c'est facile, j'ai divisé tout ça
par 3600. Et ça m'a donné 47 et quelques. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai arrondi à 48. Voilà le résultat, simplement. Alors, j'invente rien, je ne fais qu'appliquer les formules bêtement. C'est tout. Voilà. Ce sont des données techniques dont certaines personnes ont besoin apparemment, que je vous donne. Je vais essayer d'être beaucoup plus clair. Pour triturer un petit peu tout ça, on peut se dire, bon d'accord, on sait que ça fait 48 Wh, mais ça correspond à quoi? Et c'est là tout l'intérêt de la chose. Ça correspond à quoi? Alors, je vais vous dire que ça correspond à 3,5 environ ampères-heure. 3,5 ampères-heure. Pourquoi? Alors vous notez ça, vous mettez ça de côté. 3,5 ampères-heure. Ça correspond tout simplement, quand on prend les watts-heure et qu'on divise les watts-heure par une tension, on obtient des ampères-heure. Puisque P égale UI. Je répète encore cette formule que certains imbéciles utilisent sans la connaître véritablement et sans savoir l'employer. Alors comment j'obtiens ces fameux 3,5? Parce que ça c'est intéressant à savoir. Eh bien tout simplement que quand j'ai calculé tout ça, que j'ai obtenu mes 48 Wh, il me suffit simplement donc de diviser ça par ces fameux 13 volts 8 que j'ai à ma batterie, et on obtient quoi? On obtient 3,47 précisément, pas 3,5, 3,47. J'arrondis. Le principe très simple, c'est que ma batterie, je peux l'utiliser à 90%. Je suis très méchant avec elle parce qu'en fait, c'est beaucoup plus. Mais je veux dire 90%. Donc, j'ai une batterie qui fait 280 ampères-heure. Eh ben, je vais prendre 90% de ces 280 ampères-heure, je vais y arriver. Je vais obtenir donc 252 ampères-heure. J'ai une batterie qui m'autorise une consommation de 252 ampères-heure. Étant donné que pour faire un café, j'en utilise 3,5, eh ben c'est simple, si je veux savoir combien de café je peux me faire, c'est pas un café. Même il y en a certains qui viennent dire que c'est 0 café parce que ça peut pas marcher. Eh ben si, ça peut marcher. Je vais même aller jusqu'au vice de vous dire que non seulement je peux faire environ 72 cafés, comment j'ai fait? Simple, j'ai pris 252, je les ai divisés par 3,5. Et ça me permet d'obtenir 72. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, 72 cafés, quand j'ai parlé d'une minute 40 au départ, vous savez, on revient complètement au début, quand j'ai parlé d'une minute 40 au départ, c'est quand ma machine à café était froide. Elle met beaucoup plus de temps à chauffer, mais une fois qu'elle est chaude, en quelques secondes, elle s'est remise à la température. Logique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je consommerai encore moins, j'aurai beaucoup plus de café. Voilà. Alors bien sûr, ça va finir par m'énerver à force. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas 0 café pour certains, mais c'est 72 cafés au minimum. Bon, c'est facile à comprendre pour certains, je pense, pas pour d'autres apparemment. C'est-à-dire que quand on prend, par exemple, une voiture, on dit que la voiture fait 10 litres au 100. Forcément, si on fait pas 100 km, si on n'en fait que 10, ça va pas consommer 10 litres. Compris? Une personne, je vais pas citer les noms de parce que là, en fait, je réponds à quelques commentaires que j'ai eus ces derniers jours là. Je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez été super sympa et vous avez posé des questions judicieuses. Par certains, ils ont été contents parce que je leur ai répondu. Donc je réponds plus comme ça sur cette vidéo, comme ça c'est beaucoup plus simple et je pense être beaucoup plus clair. C'est un peu le but de cette vidéo. Alors déjà, certains m'ont posé la question, m'ont dit, bon, ok, LFP, batterie plomb, gel, tout ça, c'est la même chose, hein, une batterie plomb, une batterie gel, c'est une batterie plomb, mais dans lequel on a mis du gel à la place de mettre un liquide qui est en fait de l'acide sulfurique et différentes autres choses. Donc, la différence entre une LFP et une batterie plomb, déjà, il y a une différence qui est énorme, c'est que la batterie plomb a été créée en 1800 vers 1870. Donc vous voyez que la technologie entre 1870 et les années 2000, il y a quand même fort heureusement un progrès qui a été fait. Et c'est là où justement, en ce qui me concerne, ici sur mon camping-car, j'ai préféré utiliser une technologie qui était actuelle et non pas une technologie, comme je dis, de Cro-Magnon, quoi. Donc ça donne quoi, simplement? Alors une LFP, déjà il n'y a pas de décharge, quasiment pas de décharge. La résistance interne est tellement importante qu'elle ne se décharge quasiment pas. Elle se décharge, mais un tout petit peu. Mais vraiment, un tout petit peu.
Vous pouvez la laisser, par exemple, je vous le conseille d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont leur camping-car qui ne le chauffent pas l'hiver. J'ai eu quelques questions là-dessus, c'est pour ça que j'y réponds par la même occasion. Donc ce camping-car-là, si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs mois et que vous savez donc que vous ne le chauffez pas, c'est surtout ça. Méfiez-vous, faites bien les vidanges et tout. Hein. Donc la LFP, mieux vaut la retirer. Pourquoi? Parce que à partir de 0 degré, cette LFP, elle a du mal à supporter la charge. Je dis bien la charge, pas la décharge. Elle a encore jusqu'à moins 20. Elle peut donner du courant. Donc ça va, ça pose pas de problème. Vous inquiétez pas, une batterie plomb, il y a longtemps qu'elle est morte. Elle a explosé. À moins 20 de batterie plomb, elle est explosée. Une batterie, donc LFP, elle, il n'y a rien, il n'y a pas de liquide dedans, il y a juste des réactions chimiques qui se font. Et donc ces réactions chimiques sont, on va dire, endormies et s'endorment à partir de moins 20, mais supportent pas. Surtout, c'est d'être rechargé, réveillé, on va dire, en dessous de 0 degré. Alors le conseil que je vous donne, c'est de retirer votre LFP si vous laissez votre camping-car en extérieur ou à l'abri, peu importe, mais surtout s'il y a des températures qui vont descendre en dessous de 0, je dis bien de 0, et que vous ne le chauffez pas. La batterie plomb, elle, il y a une résistance interne qui est assez, je dirais assez faible. Et donc la batterie plomb, si vous ne la rechargez pas pendant 6 mois, quand vous la reprenez, il n'y a plus que 10 volts et quelques. Et si vous laissez un peu trop, elle va chuter. Et vous pourrez même plus la recharger. Voilà. Une batterie plomb neuve, on va dire qu'elle est à 60% de ses capacités. Neuve. Alors quand je dis 60%, c'est tout simplement que elle ne peut pas restituer plus que 60%. Mais, et c'est là où vous allez comprendre le problème, c'est que si on fait le comparatif avec une LFP et une batterie plomb, la LFP, si vous lui donnez 100, elle prend 100. Vous voyez? Une batterie plomb, si vous lui donnez 100, elle va vous donner 60% au mieux de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez beaucoup de mal à la charger, et c'est là où il faut bien comprendre, c'est que pour un même panneau solaire qui va charger la batterie plomb, et le même panneau solaire donc qui va charger une batterie LFP, la batterie LFP va être chargée, que la batterie plomb, elle sera toujours pas chargée. Parce qu'il faudra, en plus de charger la batterie, considérer qu'il y a une résistance interne qui, elle, ne réclame qu'une chose, c'est de décharger cette fameuse batterie. Voilà. Donc vous comprenez déjà l'énorme différence quand on me demande la différence qu'il y a entre une LFP et une batterie plomb. La LFP se décharge pas. Dès qu'on lui donne 1 ampère-heure, elle prend l'ampère-heure. La batterie plomb, elle le prend, presque. Mais dès qu'on arrête, je vais pas dire qu'elle le recrache illico presto, mais elle se décharge aussitôt. D'accord? Pas de tout, mais au fur et à mesure, dans le temps. C'est-à-dire que si vous ne faites rien avec votre batterie plomb, elle va se vider complètement. Pas la LFP. Voilà. Ça, c'est une énorme différence. Alors, où je veux en venir avec ça? Simplement, c'est que lorsque l'on va brancher le convertisseur, par exemple, on va réclamer 150 ampères, par exemple. C'est pas parce qu'on a un convertisseur qui fasse 2000 watts que la batterie plomb va accepter pour autant. Le convertisseur, peut-être, ça dépend de la qualité, mais en tout cas, la batterie plomb supportera difficilement. En tout cas, elle le supportera juste quelques minutes. Et forcément, on va dire que c'est impossible. Sauf que, pour dire ça, il faut ne jamais avoir utilisé une LFP. Pourquoi? Tout simplement parce que la LFP, elle va pas descendre en dessous des 12 volts 5. Et au bout d'un laps de temps, croyez-moi, assez long. J'ai eu fait l'essai, mais peu importe. Voilà, la LFP, elle ne chute pas en tension, quasiment pas, jusqu'à la fin. Il n'y a que quand elle est déchargée, qu'elle commence, à se décharger, mais là on est à 90 pour être méchant, 95% pour être réaliste. On est à 95% de sa capacité, c'est-à-dire qu'elle a déjà donné, et plus que donné, d'accord? Voilà ce que ça veut dire. Donc la LFP, il n'y a pas de chute de tension énorme. Conclusion, ça tient le coup. Pourquoi? Parce que le convertisseur, lui, il s'est rendu compte que la batterie, elle tenait le coup.
conclusion, eh ben, elle vaut 2000 watts ou vaut 1600 ou 1700 watts. On peut consommer sans problème. Pour résumer un petit peu rapidement tout ça, 1 joule, c'est 1 watt par seconde. Voilà. 3600 joules, donc 3600 fois plus, c'est 1 wattheure. Facile à comprendre. J'espère en tout cas que certains auront bien compris. Et quand on parle donc de la différence entre une batterie et puis une autre batterie, il va y avoir, je fais rentrer en ligne de compte ce qu'on appelle le rendement. Le rendement, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Le rendement, tout simplement, c'est une énergie qu'on va faire rentrer dans quelque chose, dans un appareil, qui lui va vous restituer une autre énergie. Généralement, l'énergie est moindre qui est restituée. Elle est moindre. Pourquoi? Tout simplement parce que cet appareil-là, il va y avoir une transformation, la loi de Lavoisier, hein, rien ne se perd, tout se transforme. Généralement, ce qui se passe, c'est quand il y a une transformation, il y a production de chaleur. Alors, ça donne quoi? Là encore, des questions qui m'ont été posées. Une lampe LED, par exemple, je vais déjà vous parler d'une ampoule traditionnelle. L'ampoule traditionnelle, c'est pas la peine de la tenir à la main. Vous savez tous que cette ampoule-là, elle chauffe, mais alors énormément. Une ampoule LED, elle chauffe quasiment pas. Si elle est prévue pile poil comme il faut, elle ne chauffe pas. Vous verrez, je fais des éclairages LED, ça consomme quasiment rien. C'est 0,2, 0,3 ampères. Je vous montrerai parce que je ferai des vidéos là-dessus. J'ai différents projets là-dessus. Le rendement, c'est quoi? C'est pas consommer moins. C'est tout simplement dépenser en perte le moins possible. Perdre le moins possible. Se chauffer électriquement dans un camping-car, ça va trop vous réclamer d'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, comme j'en avais parlé déjà dans une vidéo il y a de ça quelque temps, on va utiliser le gaz par exemple. On va utiliser le gasoil. Donc pour faire simple, pour se chauffer, on va utiliser des choses en tout cas qui ont énormément d'énergie. Voilà, au litre ou au kilo, comme on voudra. Voilà ce que ça veut dire. Donc on va pas se chauffer avec de l'électricité, mais on va se chauffer soit avec du gaz, soit, je vous dis, avec du gasoil ou de l'huile en ce qui me concerne. Alors j'ai une autre question, c'est une personne, je vais pas la nommer, qui me dit bonjour, déjà merci, merci là encore, moi je le fais direct là, comme ça c'est vrai que c'est super sympa. J'ai une batterie lithium Super B de 210 ampères heure, voilà, 210 ampères heure. Mais après avoir vu votre vidéo, j'ai un doute par rapport à la batterie. Une Super B, soit c'est une LFP qui est à l'intérieur, donc c'est le même type de batterie que celle que j'ai sur mon camping-car, que j'ai monté pour mon camping-car. La différence c'est quoi? C'est le prix, bien sûr c'est le prix. Et dans sa question, d'ailleurs, je regarde à nouveau parce que je suis pas allé au bout. Elle me parle des recharges. Des recharges de la batterie. 5000, c'est le constructeur donne pour 5000 recharges. Et il faut savoir, c'est que la LFP, on parle de décharge profonde. Alors qu'est-ce que c'est qu'une décharge profonde? C'est tout simplement quand on vide la batterie quasiment en entier, quoi. Alors c'est l'erreur à commettre. Vaut mieux éviter cette erreur-là de la décharger à fond. D'où l'intérêt d'avoir un panneau solaire digne de ce nom qui vous permette. Là, par exemple, il y a un bon rayon de soleil qui vous permet de charger la batterie très vite. Et donc, les 5000 charges qui sont données par les constructeurs pour les LFP, eh ben oui. Alors ça veut dire quoi? Les meilleures batteries plomb que j'ai pu voir donnaient 700 charges. Voilà. Alors 700 charges, ça veut dire quoi? Quand on compare avec une batterie LFP, si on dit que les 700 charges permettent à cette batterie donc de vivre 4, 5, 6, 7 ans, hein, elles sont données pour 7 ans, je ne cite pas de nom mais vous savez de quoi je parle, donc elles sont données pour 7 ans,
Mais faut pas croire qu'à la 7e année, elle est au maximum de ses capacités. Hein. Non, non, je vous ai dit, c'est 4 ans, 5 ans maximum pour une batterie, et elle se détériore après à la vitesse grand V. La LFP, elle, c'est 5000 au bas mot. Et si on la décharge en profondeur, c'est-à-dire si on maintient sa charge constamment, il n'y a pas de décharge profonde. Donc ça augmente d'autant plus sa durée de vie. Vous voyez là, la chose, c'est qu'en fait, je sais, déjà, cette batterie que j'ai là était dans mon ancien camping-car. Je l'ai sortie parce que le futur propriétaire, celui qui m'a acheté le camping-car, n'en voulait pas. C'est son droit. Et donc, je l'ai remonté dans mon camping-car. C'est-à-dire que ça fait déjà 2 ans et quelques que je l'ai. La batterie que j'avais montée avant, je l'ai revendue, elle est encore dans un camping-car et elle tourne toujours. Et croyez-moi que le propriétaire, il est venu, c'est hier ou avant-hier, on va dire la semaine dernière, il est venu et il m'a dit, mais un bonheur. Luc, pareil aussi, Luc est parti, là, il est parti ce week-end, je devais partir, mais mon camping-car va passer en réparation et je dois préparer différentes choses pour le mécanicien. Donc je ne pars pas ce week-end, sinon je serais parti. Le week-end dernier, on est parti aussi, on est allé à la station et on a dû faire demi-tour, ma femme m'a dit c'est bon, il pleuvait, il neigeait, enfin bon, la totale quoi. Donc voilà, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, c'est que le panneau solaire doit apporter cette énergie, et c'est là tout l'intérêt de la chose. La consommation, la charge, tout ça, ça doit faire en sorte que la batterie se décharge quasiment pas. Un bon panneau solaire, un bon convertisseur, le fameux MPPT, je vous dis, l'e-Piver. Pourquoi l'e-Piver? Alors, c'est pareil, certaines personnes m'ont dit, ouais, mais il en existe d'autres marques. Oui, certes, je ne dis pas le contraire, qui fonctionnent elles aussi à 99,5%. Oui, bien sûr, sauf qu'elles valent 3 fois et demi le prix. Une autre personne m'a marqué, bonjour, je découvre votre chaîne. Voilà, il faut un début à tout. En plus de la faire soi-même, ça coûte moins cher, non? Ben oui, bien sûr. Quand on prend l'exemple d'une batterie, l'équivalent de celle que j'ai, donc en 280 Ah, quand je l'ai montée, elle m'a coûté dans les 550, quelque chose comme ça, 550 €. Quand on achète une LFP, on achète une batterie pour plusieurs années. Plus de 10 ans, minimum, plus de 10 ans. Il faut que tout ce qui est électronique dans cette batterie ne tombe pas en panne. Vous voyez. Conclusion, quand on la monte soi-même, déjà, on paie nettement moins cher, on met le matériel dont on a besoin dedans. Une autre personne me dit, je viens de démarrer ma première saison avec un camping-car équipé, j'ai une 100 ampères des charges lentes, un panneau solaire d'ancienne génération, j'ai remplacé tous les éclairages intérieur-extérieur par une technologie LED, ça c'est très bien, tout le monde devrait le faire. Hein. J'aimerais, et c'est là où ça va se corser, j'aimerais utiliser un sèche-cheveux 230 volts, une machine à café, et je pense que j'aurais besoin de la même installation. Je vais pas plus loin. Hein, pouvez-vous m'indiquer approximativement la valeur d'une LiFePO, tout ça? Oui, forcément. C'est d'abord, et c'est ça le plus important, un bon panneau solaire. En fait, avant que de penser de vider quelque chose, la batterie bien sûr, hein, mais avant que de penser de vider quelque chose, il faut penser à ce qu'il faudra pour le remplir. Et si vous avez quelque chose de grosse capacité, mais que vous n'avez rien pour le remplir, forcément, il y aura un moment, ce sera vide. C'est d'une logique implacable. Donc pensez d'abord au panneau solaire, un bon panneau solaire. Je prends l'exemple, le café, 48 Wh. Si vous en apporte en 1 heure, si vous apporte 200 à 250, pensez bien qu'il y en a assez. Hein. Alors, bien sûr, quand il fait soleil, en hiver, il y a quand même des jours où il fait soleil. Quand il fait gris, je vous montrerai, je vais faire passer quelques valeurs. Le panneau solaire, là, il me donne dans les 60 et quelques volts, même quand il fait gris. J'ai eu des 7, 8, 10 ampères quand il faisait gris. Donc, vous voyez, quand on regarde ça,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a assez d'énergie par rapport à personne qui me dit bien le bonjour chez vous, Gérard. Je ne sais pas si vous allez voir cette notification parce que tout simplement il a mis un commentaire sur une vidéo qui est assez ancienne. Alors il faut savoir une chose, c'est que en règle générale, j'essaie en tout cas de répondre rapidement à toutes les questions qui me sont posées. Voilà. Tous ceux qui me connaissent savent que généralement je vais relativement rapidement pour le faire. Donc cette personne-là me demande, donc je lui ai répondu bien évidemment, mais je réponds là maintenant un peu à tout le monde. Est-ce que je peux directement connecter la batterie porteur en parallèle avec la LiFePO 4? Non, surtout pas. Ne branchez pas la batterie, une LiFePO 4 sur une batterie plomb, avec une batterie plomb. Pourquoi? Ben, comme je l'ai dit au début de la vidéo, la batterie plomb, elle veut qu'une seule chose, c'est consommer, même à vide, comme on dit. Elle est branchée à rien, mais elle consomme. Elle s'auto-consomme, d'accord? Donc si en plus vous branchez une batterie LFP dessus, et ben, ce qui va se produire simplement, c'est que la LFP va chercher à charger, ouais, je sais que ça peut paraître complètement absurde par certains, mais elle va chercher à charger la batterie plomb. Conclusion, ben, il arrivera un moment où la LFP elle va être déchargée. Le BMS va tout couper, puis dire, bon, c'est bon, ça suffit là maintenant. Voilà ce qui va se produire. Donc on parle là maintenant de technologie de camping-car. Là, je ne peux pas rentrer dans le détail précis. Pourquoi? Pas parce que tout cela dépend du câblage du camping-car, de l'année du camping-car. Les 2010, je crois, il y a eu les normes Euro qui sont entrées en vigueur. Et en fait, qui font que certains camping-cars sont équipés d'appareils, de systèmes qui coupent la batterie donc de la cellule par rapport à la batterie du porteur, qui la coupe dès qu'on coupe le contact. Et pour charger la batterie de la cellule, donc du camping-car véritablement, il faut même, dans la norme, bon, peu importe, il faut même freiner ou décélérer pour que ça commence à charger. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une vidéo de toute façon là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne charge quasiment jamais votre batterie de cellule de camping-car. Voilà. Donc là, vous avez intérêt, et c'est là où j'en reviens, c'est-à-dire que quand vous pensez batterie camping-car, cellule de camping-car, il faut penser énergie totale, autonomie. Vous voyez? Autonomie, pourquoi? Comme ça, c'est votre panneau solaire qui va vous charger votre batterie et vous n'aurez pas besoin du moteur, vous n'aurez pas besoin de tout ce qu'on entend, et surtout pas, parce que là, ça, d'un groupe électrogène, surtout pas, hein, parce que les personnes qui utilisent les groupes électrogènes, j'espère que dans mes abonnés, il n'y en a pas, mais imaginez le désagrément que vous causez autour, mais vous êtes... Voilà, les gens qui font ça, vous ne pensez absolument pas à ceux qui vous entourent, qui sont en camping-car comme moi pour être au calme. Vous voyez? Voilà, donc les groupes électrogènes, s'il vous plaît. J'ai un ami qui est allé aux États-Unis, là, Alexandre, et qui m'a dit, mais là-bas, mais c'est de la folie. Mais ils sont fous. Alors ils parlent d'autonomie, mais non, ils font un bruit infernal avec leur groupe électrogène, et puis l'autonomie, c'est n'avoir besoin de rien. C'est-à-dire en fait de soleil. Bon, le soleil on le paie pas, jusqu'à présent on le paie pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que être autonome, c'est avoir un panneau solaire qui vous amène l'énergie, et point barre. Besoin de rien. Je roule avec mon camping-car, quand je roule, le porteur ne charge pas la cellule. C'est carrément débranché. Vous voyez ma vidéo là, que je mettrai là, j'ai sectionné. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Les tensions sont d'ailleurs complètement différentes. Voilà ce que ça veut dire l'autonomie. L'autonomie, c'est avoir, je vous dis, je vous montrerai dans les vidéos, j'ai des intensités qui arrivent dans ma batterie grâce à mon panneau solaire, qui attaquent, alors qu'on est on est juste début avril là, hein, j'ai des 17 ampères de charge, c'est-à-dire que j'ai plus d'intensité qu'un chargeur sur le 220, et c'est simplement le panneau solaire, c'est-à-dire que ça ne me coûte strictement rien. D'accord. C'est ce qui me permet d'avoir, je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai acheté un vélo électrique. Alors voilà, il y a ça sur le vélo électrique, hein, vous allez comprendre aussi. Vous voyez, on peut dire j'ai un vélo électrique,
Et on peut dire, j'ai un vélo électrique. Mais c'est pas la même chose. Vous avez vu? Et oui, quand on dit j'ai un vélo électrique, ou j'ai une batterie, ou j'ai deux batteries, bah ouais, quand on a un vélo électrique, on peut avoir un style ou un autre style de vélo électrique. Et tout ça, bah, il va falloir le charger, bien évidemment. Alors quand on a un petit vélo électrique, ça se charge assez facilement. En ce qui me concerne, j'ai deux vélos électriques, j'en ai un petit, et puis j'ai celui-ci, vous venez de le voir. Voilà. Et croyez-moi que celui-ci, il est gourmand en énergie. Mais il me le rend bien puisqu'il est hyper puissant et il va surtout, j'ai plus de 100 km d'autonomie, alors pensez bien que... Alors il y a une autre personne qui m'a dit aussi, mais vous ne parlez jamais des panneaux solaires orientables. Ben non, non, tout simplement parce que panneaux solaires orientables, non, ça sert à rien. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est pas le tout de dire quelque chose, faut au minimum apporter les preuves. Alors, vous ne pouvez pas quitter votre camping-car dans ce cas. Si vous avez un panneau solaire orientable, il vous faut constamment le mettre dans l'axe du soleil. Faites ce que vous voulez à ce niveau-là. Mais j'ai mieux à faire, moi, mon panneau solaire, il est comme il est, mais il charge, la preuve est là, mais j'ai pas besoin de l'orienter. Et en plus, et c'est là où je veux en venir, imaginez le poids que cette chose-là va vous faire sur le toit de votre camping-car. En plus, cette chose-là, ça va être possible si vous avez un petit panneau solaire. Alors, parce que forcément, le petit panneau solaire, ce sera facile à orienter. Et puis surtout, c'est que la prise au vent d'un petit panneau solaire, on peut encore contrôler ça assez facilement. Quand vous êtes à 100, 110 pour ceux qui prennent l'autoroute, imaginez ce que ça peut souffler au niveau du panneau solaire. Si vous avez un système qui est orientable mobile, déjà, il faut mettre des sécurités, être sûr que vous ayez rabattu votre panneau solaire, enfin bon, vous voyez toute la chose. Non. Si vous avez une modification à faire, vu le prix d'un panneau solaire, je vous conseillerais plutôt d'opter pour un bon ou deux bons panneaux solaires. Comme je vous ai démontré sur une vidéo, quand on ne peut pas avoir un gros panneau solaire mais costaud, on peut avoir à moindre coût deux petits panneaux solaires. Les deux que j'avais auparavant, voilà. 130 watts, ça coûte centaines d'euros aujourd'hui, une centaine d'euros. Vous en mettez deux en parallèle, non, en série, bien évidemment. Voilà, et vous obtenez un résultat qui est très 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 correct. Vous avez des panneaux solaires maintenant qui envoient jusqu'à 35 volts à peu près. Donc vous allez avoir sur votre MPPT, vous allez avoir 70 volts, c'est-à-dire que vous aurez quasiment même plus que ce que j'ai actuellement sur le mien. Mais et ça vous permettra donc de charger votre batterie de bonne heure le matin jusqu'à assez tard le soir. Pour un coup, je vous dis, vous allez en avoir pour, disons 110 euros, 120 euros par panneau, voilà, 120 euros, allez, 240 euros par panneau, et vous aurez donc deux panneaux solaires identiques, hein, je maintiens bien, parce qu'il y en a qui disent, bah, je vais en acheter un autre. Non, non, il faut que les deux panneaux soient identiques, deux panneaux solaires identiques. Vous achetez vos panneaux solaires au même endroit, au même moment, et là, vous posez vos panneaux solaires, et en série, et là vous aurez des résultats. Voilà ce qu'il est possible de faire, et c'est bien mieux que d'orienter un panneau. Une personne aussi m'a demandé comment ça fonctionnait le MT50. Alors le MT50, c'est facile, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer les réglages. Je l'ai déjà fait rapidement pour, rappelez-vous, c'est dans la vidéo que j'ai fait pour quand j'ai installé la batterie LFP dans le camping-car de Luc. Je mettrai le lien. Je vous montre la vidéo, vous allez voir. J'ai 62,9 volts au panneau solaire, j'ai 3 ampères 5, et ce qui se passe simplement, c'est que là, je suis en mode charge, je dirais. Donc, on va avoir 13,7, ça, c'est la tension qui est aux bornes de ma batterie, et je vais avoir 16 ampères,1, c'est-à-dire que, déjà, vous avez compris, je dépasse une charge qui est celle d'un chargeur traditionnel qu'on a sur le secteur. Et bien ça, c'est avec le panneau solaire. Et ça, c'est une vidéo que j'ai faite il y a de ça quelques semaines. C'est-à-dire qu'on était en mars. Hein, donc imaginez quand on va être au mois de juillet. Là encore, il y a des personnes, je pense à ça, il y a des personnes qui m'ont dit, mais attendez. Vous partez là sur des 70, 60 et quelques volts. Oui.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un MPPT, ePiver par exemple, celui que j'ai, il y a des modèles qui font, c'est celui que j'ai aussi, qui vont jusqu'à 100 volts de tension d'entrée, et il y en a même qui vont jusqu'à 150 volts de tension d'entrée. Vous comprenez bien que ce serait ridicule de ne pas les utiliser jusqu'au maximum même de leur possibilité d'entrée. Donc c'est pour ça que moi j'utilise un panneau solaire qui peut aller jusqu'à 75 volts au maximum. Pourquoi? Ben comme ça charge de bonne heure le matin et très tard le soir. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ça va pas tarder parce que j'en ai d'autres qui vont encore, qui sont encore dans les tuyaux, comme on dit. Voilà, je vais expliquer deux, trois choses. Là, en ce moment, je réponds plus à des questions qui me sont posées. Il y a eu un afflux de questions là ces derniers temps, donc j'ai répondu à ça. J'ai pensé qu'une vidéo devait être faite. Et puis surtout, je vais faire des vidéos de consommation, d'utilisation en temps réel. Voilà. Tout ça pour vous dire, donc, vous voyez, mon camping-car, je peux utiliser, je vous dis, j'ai la machine à café, j'ai une machine à laver, j'ai le drone, j'ai les deux j'ai le gros vélo électrique. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur celui-ci, c'est un monstre. Et puis l'autre vélo électrique, vous voyez, j'ai beaucoup de choses en électricité et mon camping-car, je vous dis, il est toujours pas branché. Hein. Je ne le branche plus sur le secteur. Je peux vous donner une valeur. C'est simple, 13,8, voilà. Il est en floating, la valeur de ma batterie c'est en floating. Elle est chargée à fond, tout le temps. Voilà où j'en suis, et je suis super content. Et il y en a plein qui m'ont dit, ça y est, j'ai reçu ma batterie. Il y a une personne, il n'y a pas très longtemps, qui m'a laissé un message par mail, en me disant j'ai reçu ma batterie, je suis super content, j'ai regardé, il a commencé, il a fait comme j'ai fait moi et comme j'ai montré sur ma vidéo. Pareil, là, je sais qu'elles sont en mode, comment dirais-je, équilibrage. Demain matin, je pense qu'il va monter sa batterie et ça va faire encore un heureux parce que je vous dis, tous ceux qui ont monté cette même batterie là ont vu vraiment la différence. Voilà. Alors, pour ceux qui sont encore au plomb, tant pis, mais pour ceux qui sont encore au plomb et qui critiquent la LFP sans en avoir utilisé, je sais pas, avant que de dire n'importe quoi. Déjà, il y en a certains qui disent n'importe quoi parce qu'ils n'ont aucune notion d'électricité, mais commencez déjà par utiliser une LFP, puis après ça, on pourra discuter de manière sérieuse. Voilà. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore tout compris et puis qui voient très mal. Déjà, un camping-car, c'est pas un Véleda. Au revoir. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.